La France dit toujours ne pas reconnaître les militaires au pouvoir au Niger 46 jours après le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum. Pourquoi Paris a-t-elle la dent si dure contre Niamey alors que Macron a adoubé plutôt Kaka Déby au Tchad et fermé les yeux sur Brice Nguema au Gabon pour les mêmes causes? Quel est le nœud du problème entre le Niger et la France? Nous en parlons avec nos consultants assis au plateau cette semaine. Louis Magloire est avec nous. Louis Magloire Kemayo, bonjour. Bonjour. Louis Magloire Kemayo, il est journaliste de New TV notamment. Il est responsable du contenu de la chaîne Économie et président de l'association de la presse panafricaine APA. Il sera avec, vous l'avez deviné, Sogoyo Kegewe. Bonjour, ambassadeur. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs. Qui sont très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Donc, plus 228 96 46 10 31, c'est le numéro pour nous écrire via WhatsApp, pour contribuer à cette émission, pour l'alimenter. Dans la seconde partie, nous nous ferons le plaisir de relayer votre message. Vous nous suivez également sur Facebook en direct sur la page officielle de New TV. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, likez en même temps cette émission. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir en temps réel les programmes de votre chaîne préférée. Partagez aussi cette émission New World Forum pour partager, pour passer, pour porter très loin la voix de l'Afrique qui compte, l'Afrique qui gagne. Avant de revenir donc à nos coups d'État, un clin d'œil aux Africains du Maroc secoués par un tremblement de terre. Aux dernières nouvelles, le bilan est très très lourd. Au moins 2000 personnes tuées, Louis Magloire Kemayo. Oui, c'est vrai que on ne peut pas être indifférent à la souffrance d'un pays africain, à la souffrance des hommes tout court. Et là, il se trouve que ça se passe sur le continent africain, en l'occurrence au Maroc. De nombreux compatriotes d'Afrique subsaharienne y vivent également. Et je pense que ce soit au titre de nos compatriotes qui y sont ou au titre de la douleur simplement portée par les victimes et l'État marocain dans son ensemble, le royaume chérifien, oui, il y a de quoi aujourd'hui partager la douleur des familles et exprimer toute notre solidarité à ce peuple meurtri. Ouais, Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est une catastrophe naturelle. Personne ne l'avait prévu, personne ne l'a programmé. Ça tombe sur la tête comme ça. Des gens meurent, des blessés, des destructions énormes d'infrastructures. Bon, tout ça, c'est une somme de souffrance pour laquelle nous devons vraiment compatir avec tous les Marocains. Sur Facebook également, comme je l'ai dit, nous sommes en direct. N'oubliez pas de partager dans vos différents groupes. Vous êtes déjà très nombreux à nous suivre, milliers de personnes déjà connectées sur Facebook en direct. Et pour notre émission concernant le coup d'État au Niger, pourquoi la France a-t-elle du mal à avaler la pilule du coup d'État au Niger? Louis Magloire Kemayo. Posé ainsi, on a l'impression que la France administre encore ce pays qu'est le Niger. C'est pas le cas. Le Niger est un pays indépendant depuis plus d'une soixantaine d'années. Depuis 1960, le Niger a acquis son indépendance, ne serait-ce que sur le plan nominal, et donc a accédé à la souveraineté internationale. Théoriquement, le fait que la France reconnaisse ou ne reconnaisse pas les autorités nigériennes ne devrait pas être un problème en soi. La France n'est pas au centre du jeu. L'affaire ici concerne les Nigériens d'abord, ensuite les voisins du Niger et par ricochet l'Union africaine. Si vous me disiez que la position de l'Union africaine n'est pas compréhensible, je pourrais avoir des éléments de réponse. Mais sur la position de la France, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir. Je pose la question parce que les autorités françaises disent ne pas reconnaître jusqu'alors. C'est leur droit. Non, mais je veux dire, c'est leur droit. Mais est-ce que cela a une influence sur le cours des événements au Niger? Cela ne devrait pas en avoir. Si le Niger était une région française ou était encore une colonie française, je comprendrais que le sort du Niger préoccupe la France. Mais aujourd'hui, cette question-là n'est plus du ressort de la France. En tant que partenaire technique et financier, voire partenaire tout court du Niger, la France peut exprimer sa position de façon humble, en espérant que les citoyens et les organisations internationales qualifiées aident à un retour à la normale, mais de là à être préoccupé comme s'il s'agissait d'une région française ou d'une ancienne colonie, je pense que ça pose un problème quand même. D'autres pays,
pose la question parce que s'aligne sur la position française généralement. L'Union européenne, en ce qui concerne la diplomatie française, s'aligne quand il s'agit des pays d'Afrique francophone. On a entendu que l'ONU aussi a refusé d'accueillir le Premier ministre nigérien, Zen. Mais tout ça, ça a un rapport avec vrai la position de la France. Non, mais ce sont des situations qui ne sont pas normales. C'est-à-dire qu'une ancienne colonie soit encore traitée comme une colonie plus de 60 ans après l'indépendance, ce n'est pas normal. L'attitude qu'a eu la France jusqu'à présent, parce que rappelez-vous aux indépendances tout de même, la France avait 2 blocs sur le continent africain concernant l'Afrique subsaharienne, c'était l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. Dans l'idéal, ces 2 blocs auraient dû être indépendants ensemble, c'est-à-dire qu'on a un bloc Afrique occidentale française qui accède à l'indépendance et un bloc de l'Afrique équatoriale française qui accède à l'indépendance. Or, pour avoir des voix à l'ONU, la France a éparpillé ces voies-là, a éparpillé de sorte que l'Afrique occidentale française a donné naissance à une multitude de petits pays, l'Afrique équatoriale a donné naissance à une multitude de pays qui votent pour la France au niveau des Nations Unies et qui donnent à la France une puissance qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Cela a aidé notamment la France à avoir sa place au Conseil de sécurité, mais c'est pas parce que nous sommes devant ce fait accompli qu'on doit le valider, qu'on doit continuer de le valider. Et j'estime que si aujourd'hui les pays africains, à la suite d'une élection en France, disaient « nous ne reconnaissons pas le président qui a été élu », les Français, cela ne leur ferait pas plus d'émotion que cela. Ils vous diraient « ce sont nos affaires internes, occupez-vous de vos oignons ». Pourquoi la France n'a pas reconnu jusqu'alors, ça fait 46 jours, les autorités du Niger? Oui, la France, se faisant fait tomber le mythe des indépendances, c'était une farce. Donc la France nous dit aujourd'hui que, en fait, d'indépendance, vous n'avez jamais eu l'indépendance. Vos pays, c'est des fermes françaises et le chef fermier a mis des régisseurs qui gèrent la ferme. Et si demain, un des régisseurs refuse de fournir autant de lait, de blé et de machin, la France ne le reconnaît pas. Moi, je ne sais pas. Soyez sérieux parce que la France ne reconnaît pas le Niger. Et après, le Niger, c'est 1 261 000 km². Est-ce que le Niger a perdu 1 mètre carré? Parce que la France, je dis la France, parce que Macron ne reconnaît pas les autorités du Niger. Est-ce que Tiani a dit à Macron qu'il le reconnaît? Tiani ne le reconnaît pas. Tiani ne sait même pas que Macron existe, à part ses vitupérations, ses hurlements, ses cris. Tiani s'en fout de Macron. Donc Macron gère la France comme un poulailler d'ailleurs, je vous ai toujours dit ici, 49.3, c'est comme ça qu'il gère la France. En quoi il est plus démocratique que Tiani? Et il ne reconnaît pas Tiani et son gouvernement. Donc, mais tout cela, c'est la faute à nous les Africains. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, quand je dis en Afrique, je parle de la France-Afrique, de l'enclos, de l'AEF et de l'AEF. Donc, c'est là-bas, dans cet enclos-là, quand on élit un président, et 2 semaines après, on ne l'a pas vu sur le perron de l'Élysée en train de serrer les pinceaux au président des lieux. Les Africains même, c'est-à-dire que ses compatriotes même doutent qu'il soit un vrai président. Ce complexe-là, où si tu n'es pas adoubé par Paris, tes propres compatriotes ont de la peine à t'accepter comme leur chef, c'est ça qui continue. Sinon, qu'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas Tiani, ça ferait rire tout le monde au Niger. Mais là-bas aussi, excusez-moi, peut-être il y a des complexés qui, quand on dit que la France ne te reconnaît pas, ça les rend malades. Moi, par les temps qui courent, si dans nos pays, la France ne reconnaît pas un régime, je crois que c'est un salut pour ce régime. Parce que la France n'est pas une référence en matière de soutien. Elle n'est pas une référence en matière de démocratie, ni de droits de l'homme. La preuve, vous dites, on s'est précipité à N'Djamena pour rendre hommage au nouveau empereur romain. Et à Libreville, c'est juste si Macron n'est pas au garde à vous devant le général Nguema. Donc, ce poids deux poids, deux mesures, qui fait encore attention à ça? Il n'y a ni morale, rien. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de religion, on ne croit à rien. C'est-à-dire que les intérêts immédiats de la France sont défendus. Mais avant Macron, ça se défendait intelligemment. Aujourd'hui, ça se défend tellement maladroitement que même les amis les plus fanatiques de la France en Afrique commencent à se poser des questions. Comment ça se passe? Donc, que la France reconnaisse ou non les généraux nigériens, je crois que si la France ne les reconnaît pas, c'est plutôt une très bonne chose pour eux, parce que ça leur donnera plus de visibilité et
ça donnera la conviction, la preuve que ce n'est pas d'autres moutons de la France. Donc, des pays sérieux maintenant peuvent les aider. Mais entendons-nous bien, jusqu'à présent, est-ce qu'on peut considérer ce coup d'État comme consommé? Ça fait 46 jours que ça dure maintenant. Non, mais Louis Magloire Kemayo. je suis pour deux choses. La première, c'est de dire que on ne peut pas valider aujourd'hui le fait que on peut arrêter un processus électoral normal par un coup d'État. On ne peut pas valider cela. Après, que l'on reconnaisse ou que l'on ne reconnaisse pas les autorités, ça c'est le travail des Nigériens. C'est à eux aujourd'hui de savoir s'ils veulent ou pas continuer dans cette voie. Est-ce que les gens se montreront suffisamment forts et suffisamment fiers de leurs acquis démocratiques pour renverser la tendance? Ça, c'est l'affaire des Nigériens, de la CEDEAO et de l'Union africaine. Concernant l'Union européenne que vous évoquiez tout à l'heure, tous les pays de l'Union européenne ne sont pas sur la même ligne concernant la reconnaissance des autorités nigériennes. L'Allemagne, par exemple, avec la France, n'est pas absolument alignée. Et vous prendriez les États-Unis au sein de l'OTAN, c'est pareil. Les États-Unis ne sont pas alignés sur la position de la France. Mais ce que je veux dire, c'est que le combat ici, pour les Nigériens, on ne devrait plus replacer la France au centre du jeu pour une raison simple, c'est que la France elle-même n'a plus de politique en direction de l'Afrique. Et si elle n'a plus de politique en direction de l'Afrique, ça veut dire que l'Afrique doit se prendre en charge par elle-même. Qu'est-ce que vous appelez, elle n'a plus de politique en direction de l'Afrique, alors que ces bases militaires existent encore au Niger, au Gabon, au Tchad, un peu partout, alors que la France émet régulièrement des voix dans la politique intérieure de beaucoup de pays africains. Si la politique étrangère d'un pays se définissait par la présence des militaires et l'armée, la monnaie, comme vous dites, je pense que... Je n'ai pas encore évoqué la monnaie. Non, je veux dire, si on devait mesurer la qualité d'une politique étrangère à cela, il est évident qu'on n'aurait même plus besoin aujourd'hui de bâtir de politique. Il suffirait juste d'instaurer la loi de la jungle et tout le monde arriverait à s'en sortir. Les plus forts arriveraient à s'en sortir. Et le fait est qu'aujourd'hui, la résolution de tous les conflits, et vous avez remarqué que sur le plan de la résolution des conflits, on a mis de côté la diplomatie. Ce sont aujourd'hui les militaires qui font la diplomatie. Et ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle du tout. Le développement ne se fait pas que par la force. La démocratie ne se fait pas par la force. Encore moins par la force militaire. Et donc j'estime qu'aujourd'hui, quand vous prenez les présidents français de la Ve République, on a beaucoup décrié la France-Afrique, mais c'était une façon de gérer les relations entre la France et l'Afrique qui partait de la question des intérêts. C'est-à-dire la France exprimait très clairement par celui qui est le fondateur de la Ve République, en l'occurrence le général de Gaulle, que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et ces intérêts étaient économiques, ils étaient militaires, ils étaient stratégiques, géostratégiques, et les pays qui permettaient de remplir cette mission-là étaient alliés à la France. Quand ce n'était pas le cas, on renversait le gouvernement, on le remplaçait par un gouvernement beaucoup plus conciliant en matière de partage des intérêts, et la France gagnait à la fin, systématiquement. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où ce sont les entreprises françaises qui ont le dessus et qui, par moments, on arrive à faire infléchir la politique nationale de la France. Et donc, c'est pour ça que je distingue, encore une fois, quand on dit qu'il y a un sentiment anti-français, je distingue la politique inexistante de la France en Afrique de la manière dont les Africains accueillent les Français ou que les Français accueillent les Africains. Sogoyo Kekewe, est-ce que le retour en arrière est encore possible au Niger, ou vous considérez ce coup d'État comme consommé? Mais si on peut remettre Bazoum au pouvoir, autant chasser Macron, remettre Sarkozy. Ça aurait le même effet. On va Macron n'a pas été coupable d'un coup d'État. Les élections, c'est toujours un coup d'État sous une autre forme. Écoute ceci. Le simple fait de penser qu'on va ramener Bazoum au pouvoir est une hérésie, c'est une bêtise. Parce que Bazoum, sur les 26 millions de Nigériens, Bazoum est le seul qui peut diriger le Niger. Au nom de quoi? C'est celui qui a été élu tout de même. Qui l'a élu? C'est de ça qu'on parle. Non, attends, on ne va pas revenir là-dessus tous les jours. Qui a élu Bazoum? Tout le monde sait ce que... Si Bazoum... Écoute bien, soyons logiques avec nous-mêmes. Si Bazoum était élu par les 26 millions de Nigériens, et Bazoum a des problèmes, il doit appeler les 26 millions de Nigériens au secours. Mes amis, c'est vous qui m'avez envoyé à la présidence. Je ne suis pas allé de mon propre chef. Sortez et rétablissez-moi. Au lieu de quoi, il appelle des forces extérieures pour venir tuer les 26 millions de Nigériens
pour que lui reste président, pour peu qu'il soit au service de la France et que la France se promène au Niger comme elle veut, qu'elle prenne les richesses du Niger comme elle veut. J'ai écouté ce matin un pauvre type là, il semble qu'il était ministre des Affaires étrangères de Bazoum, qui privilégie toujours l'intervention militaire au Niger. Vous savez, dans nos pays, je crois qu'il est temps que le simple certificat de nationalité ne suffise pas pour qu'on fasse confiance à quelqu'un pour lui donner un poste élevé. Il faut un test de patriotisme. Parce que moi, je vois mal un ministre qui appelle à raser son pays juste parce qu'il veut regagner le poste de ministre. Je vois mal un président qui appelle à raser son pays parce qu'il veut retrouver son poste de président. C'est l'absence totale de patriotisme. Ce n'est pas forcément raser, l'intervention militaire peut être chirurgicale. Oui, parce que vous avez des armes intelligentes. Quand les munitions partent, Gilles, c'est le cousin de Gilles, il vit au Niger, Gilles fait de bonnes émissions sur le Niger. Bon, le cousin, toi tu as évité, la balle vient, elle t'évite, elle va tuer. Mais attendez, soyez intelligent, soyez sérieux. Ça ne se passe pas comme ça. Intervention chirurgicale, ces armées mal formées par la France elle-même là, elles savent comment on fait intervention chirurgicale. Ce n'est pas la France qui les a formées pour qu'elles aient peur des djihadistes, pour que Bazoum puisse dire en public que les djihadistes sont plus forts que son armée. Ce n'est pas la France qui les a formés ainsi. Des gens de valeur, on en a fait des famillettes. Donc, je dis ceci, je répète ceci. La France est la France, le Niger est le Niger. S'il fallait la reconnaissance de la France pour que le Niger soit un pays, mais on ne serait même pas ici. Donc, il faut laisser de côté ce genre de bavard. Bazoum ne va jamais revenir au pouvoir. Oui, mais vous évoquez tantôt l'intervention militaire de la CEDEAO. Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Oui, elle est d'actualité. Au fait, à un moment donné, la France, je crois, commence à retrouver ses esprits. Mais les nègres, les métayers, les 4 nègres métayers de la France dans la région, ils sont déterminés plus que jamais à aller faire la guerre au Niger. C'est ça qui me fait rire, parce que j'espère qu'ils ont trouvé un antidote tel que leurs soldats ne meurent pas. J'ai parlé ici des balles intelligentes. C'est-à-dire que eux, quand ils arrivent, les Nigériens tirent, ça ne les touche pas. Donc ils vont aller faire une guerre. Il semble qu'il y a 30 000 hommes qui sont mobilisés. Il y a 400 combien de chars. Il y a des avions. Ça me fait rire parce que quand c'est vous qui attaquez, il faut être au moins 3 contre 1. Ce n'est pas 30 000 hommes qu'il faut mobiliser pour aller occuper le Niger, mais c'est le triple. C'est-à-dire que 900 000, 100 000 hommes qu'il faut mobiliser pour impressionner les Nigériens. Donc ces gesticulations, ces guerriers qui n'ont jamais fait de guerre nulle part, les Nigériens sont en guerre, l'armée nigérienne est en guerre depuis plus de 10 ans face aux terroristes que la France leur a imposés. Donc eux, ils savent ce que c'est que la guerre. Il ne s'agit pas d'une guerre où, comme ça s'est passé dans un de nos pays pas trop lointain, on tue les villageois. Tout. Non, c'est pas ça. Ça ne se passera pas comme ça au Niger. On viole, on rase le village, on tue, on égorge les femmes, les enfants. Ça ne va pas se passer comme ça au Niger. Parce qu'au Niger, même les femmes seront des guerrières. Même les enfants seront des guerriers. Ce sera comme au Vietnam. C'est tout. Les gens n'ont qu'à revisiter l'histoire et savoir comment des peuples démunis, qui n'avaient rien, qui n'avaient même pas un fusil de chasse, ont défait des puissances militaires comme la France, comme les États-Unis. Moi, je pense que sur cet aspect, il faut encore une fois qu'on détache ce que nous avons comme ressentiment vis-à-vis de la France, du processus démocratique et politique au Niger. Je dis cela pourquoi? Quand on a fixé les règles du jeu et que ces règles du jeu ont permis d'élire un président, on ne doit pas dire qu'on ne sait pas qui l'a élu. Si on part sur cette base-là, plus rien. Le relativisme qu'on va instaurer rendra toute stabilité impossible. Oui. Et donc, à partir de là, moi je crois que la France est certes indéfendable quand on parle du continent africain et même quand on parle d'Haïti ou des régions françaises qui ont choisi la région de... Ce n'est pas moi qui dis que Bazoum n'est pas élu. C'est Bazoum qui prouve qu'il n'est pas élu par les Nigériens. Non. Les massacrer. C'est ce que je dis. Non, ne disons pas ça. Mais on dit ça parce que c'est les faits. Non. Est-ce que je mens? Est-ce que Bazoum n'appelle pas à venir attaquer le Niger? Non, pas le Niger. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères n'est pas en train de sillonner les plateaux de télévision et radio en France pour appeler à attaquer le Niger? Comment les gens qui ont été élus par un peuple peuvent appeler à attaquer ce peuple? Non, c'est-à-dire, soyons clairs dans nos propos. Moi, je dis une chose qui est simple, c'est que nous avons vu comment l'intervention en Libye s'est passée. On nous a vendu l'idée que en tuant Kadhafi et en instaurant la démocratie,
comme l'espérait Nicolas Sarkozy, la Libye se porterait mieux qu'elle ne l'a jamais été. Nous en avons vu le résultat. Et il se trouve, par le hasard de la géographie, que le Niger est juste en dessous de la Libye et qu'une grande partie de Nigériens allaient travailler en Libye et revenaient au Niger. À la suite de cela, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés parmi les milices de Kadhafi et ont eu accès à l'armement de Kadhafi en plus de l'armement que l'OTAN, en l'occurrence la France, a distribué pour déstabiliser la Libye et faire tomber Kadhafi. Et donc, de ce point de vue, ce que la plupart des gens ont dit, c'est que les Africains et les pays voisins du Niger, de la Libye, étaient opposés à l'intervention militaire en Libye. L'OTAN a fait le forcing, Nicolas Sarkozy a porté le flambeau pour cette attaque. Nous en avons vu les résultats. Aujourd'hui, il est question de refaire exactement le même exercice au Niger. Avec la même France, avec la même véhémence. Avec la même France, et c'est pourquoi tout le monde en appelle à ne pas avoir l'intervention militaire. Maintenant, ça, c'est par rapport à la sagesse de tous les événements que nous avons eus depuis la guerre du Vietnam jusqu'à aujourd'hui. Mais si après cela, on dit qu'on relativise tout, y compris les résultats des élections, plus personne n'est légitime. Vous trouverez des militaires aujourd'hui qui iront faire un coup d'État au Cameroun en estimant que personne n'a élu Biya, qui feront des coups d'État au Togo en estimant que personne n'a élu Faure, qui feront des coups d'État partout sur la base de les règles. Il y a eu le coup d'État au Gabon après une élection. Est-ce que la France a protesté? Non, je ne voudrais pas qu'on traite l'Afrique comme un bloc monolithique. L'Afrique n'est pas un pays. Non, l'Afrique n'est pas un pays. Les cas sont séparés et il faut qu'on les étudie de façon séparée. Il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. J'ai jamais dit qu'il y avait des bons ou de mauvais coups d'État. Je dis que en s'inspirant de ce qui s'est passé en Libye, on ne peut pas permettre qu'il y ait une nouvelle intervention militaire aux frontières de la Libye qui aggraverait l'instabilité qui a été créée à travers l'intervention de l'OTAN en Libye, qui a déstabilisé le Sahel, qui déstabilise aujourd'hui les pays du Golfe de Guinée et qui pourrait prendre une ampleur encore plus importante si on faisait une nouvelle guerre au Niger. Voilà ma position. Et je crois que même si intervention il y avait au Niger, ce serait une intervention qui toucherait la capitale pour renverser les militaires en place. Cette intervention aura lieu? Je n'en ai aucune idée. Ça fait longtemps qu'on nous la promet. J'ose croire que ceux qui la promettent ont une base pour le dire. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que ce problème, que la démocratie ne fonctionne pas à coups de canon, qu'elle fonctionne par les urnes et que les militaires restent à leur place. Oui, la France même prouve par son comportement qu'il n'y a jamais eu de démocratie, qu'elle est à la recherche de ses intérêts. Et ça, c'est évident. N'est démocratique que celui qui défend les intérêts de la France. Tout le monde le sait. Il faut qu'on sorte de cette chimère de démocratie. La France même n'est pas une démocratie. On ne dirige pas une démocratie avec des lois d'exception des 49.3. Tu le sais. Mais le 49.3 existe dans les lois françaises. Oui, ça existe, mais ce n'est pas à usage quotidien. C'est dans des situations exceptionnelles. Oui. Mais maintenant, c'est l'usage. Attends. Après tous ces 49.3, on a muselé tout en France. J'apprends que Macron va à l'Assemblée pour qu'on réfléchisse sur la politique en Afrique, c'est-à-dire au Sahel. Pourquoi il va demander à l'Assemblée? Il a toujours continué l'Assemblée. Quand il avait dit qu'il va venir attaquer le Niger, est-ce qu'il avait demandé à l'Assemblée? Non. Regarde bien dans cette histoire d'attaque. Il s'en va même jusqu'à remettre en cause la limitation des mandats. Voilà, non. Non, pour le moment, c'est pas officiel. Attends, bon, regarde bien. Il y a des gens dans son parti qui ont... Laissez-moi finir. Regarde bien cette histoire d'attaque contre le Niger. Regarde bien, tu comprends ce qui se passe. Il y a dedans des pays anglophones. Et comme les pays anglophones ont une tradition démocratique, dans ces pays anglophones, il y a quand même des voix contradictoires qui se lèvent. Au Nigeria, c'est le Sénat, c'est l'Assemblée. Au Ghana, c'est les députés, les populations, le roi Ashanti. On les a écoutés. Mais dans les pays modèle Gondwana français, les Gondwana, les pays Gondwana français qui sont impliqués, on ne consulte ni l'Assemblée, ni le Sénat, ni les populations, ni les chefs. C'est ça que la France appelle la démocratie. Être aveugle à 100%, agrippé à défendre ses intérêts. Voilà ce qui ne marche pas. Voilà ce que nous, les Africains, on devait voir, comprendre et expliquer à nos populations. Que dans les pays anglophones, quoique décidés à faire leur guerre au Niger, ils ont laissé des voix s'exprimer. Mais dans les Gondwana, démocratie gondwanaise, on n'a jamais posé des questions ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni aux populations, ni à personne. On bande les muscles, on bombe le torse, on va aller attaquer, on fait des coups de menton à la Mussolini, on va aller attaquer. Mais c'est pourquoi moi, je suis contre la guerre.
Depuis le début, je vous ai dit ici que je suis contre la guerre. D'ailleurs, il n'y aura jamais de guerre. Mais comme ils insistent que Macron leur a donné un gris-gris qui fait que leurs soldats ne mourront pas, que c'est seulement les Nigériens qui vont mourir, bon, ils n'ont qu'à aller essayer. Macron ira essayer ce gris-gris en Ukraine. On va tuer tous les Russes et Zelensky ira s'asseoir au Kremlin. Parce que je ne comprends pas, Gilles, ce qui se passe là. Va au marché en sortant d'ici, n'importe quel marché à Lomé, trouve une bonne ménagère en train de vendre ses tomates, machin, tu lui poses cette question, elle va te dire, mais ils sont tous fous, ceux qui veulent attaquer le Niger. Mais ils sont fous. C'est la même logique qui a présidé à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, le problème c'est que la diplomatie, vous êtes diplomate, la diplomatie a cédé le pas aux militaires. L'on a l'impression qu'il n'y a que la force militaire qui permet de régler les problèmes. Ils n'ont qu'à gagner. Et ça ne concerne pas que les pays africains, ça ne concerne pas que le Niger et c'est pas que la France. Aujourd'hui, en France, il est légal pour le président de la République d'engager les troupes dans un pays étranger, de déclarer même la guerre dans un pays étranger sans consulter les députés. C'est au bout de 30 jours qu'il peut demander aux députés de se prononcer sur et vous appelez sur ça une démocratie? Non mais je veux dire, ce sont les lois telles qu'elles, ce sont les lois telles qu'elles sont. Oui, c'est le seul, c'est le seul pays. Aucun pays démocratique ne peut agir comme ça, donner le pouvoir. Si au bout de 30 jours, après tout le grabuge, on se rend compte que le président avait tort, qu'il ne fallait pas déclencher la guerre, on fait comment? On ressuscite les morts? Non, la guerre est poursuivie. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ne pas parler de la France, parce que nous parlons du Niger, pour moi, le problème ici, c'est pas de savoir si c'est par la force ou par autre chose qu'on doit faire restaurer la démocratie au Niger. Il faut que nos populations aient cette culture politique qui permettra d'éviter les coups d'État. Nous en sommes arrivés à un stade avant tel d'en arriver oui. là, je voudrais vous poser une question. Mais pourquoi, pour les mêmes faits, ça s'appelle coup d'État, les traitements sont si différents d'un pays à l'autre? Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Encore une fois, quand vous... Donc, ce qui guide le général de Gaulle... Et les interventions, ce sont les intérêts. Je suis désolé de vous dire que la réelle politique impose que ce soit les intérêts qui priment sur le reste. Je ne suis pas en train de faire du sentimentalisme. Et les États ne font pas de sentimentalisme. Et donc, pour moi, aujourd'hui, nous nous sommes fait avoir pour les indépendances. Nous nous sommes fait avoir pour le passage à la démocratie. Nous nous faisons avoir aujourd'hui encore sur l'évolution démocratique de nos pays. Est-ce qu'il n'est pas temps de s'arrêter et de se dire que pourquoi, et de se poser la question de savoir pourquoi c'est principalement dans les pays africains francophones qu'on a tous ces coups d'État, qu'on a ce que Emmanuel Macron a qualifié d'épidémie de coups d'État. Donc pour vous, ce n'est pas la démocratie qu'on défend en imposant des sanctions, en depuis voulant une intervention militaire. Depuis quand on défend la démocratie en faisant intervenir les forces militaires? De ce que je sache, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Je n'ai pas vu quelque part là marquer les militaires pour le peuple par les militaires. Enfin. Écoutez, la fable de la démocratie, on doit l'arrêter en Afrique. Parce que tant que cette fable survit, on aura les problèmes qu'on a actuellement. C'est Chirac qui avait eu le courage de dire que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Il a été insulté, vilipendé, traité de colon, néocolon, tout ajouté. Or, Chirac, c'est pas rigolo. Chirac disait la vérité. Chirac est un observateur avisé de la politique africaine. Chirac était le plus dangereux manipulateur des chefs d'État africains. Parce qu'il était séducteur, mon ami, te tape dans le dos, machin. Ok, mais il savait. Maintenant, ce que nous disons, la France défend ses intérêts. Je suis d'accord. Si moi, aujourd'hui, j'étais président d'un pays et que je dois défendre les intérêts de ce pays, je ne vais pas me poser des questions sur la morale, la religion, la démocratie, les droits de l'homme. Non, pourvu que ma population vive à l'aise. Absolument. Maintenant, dis-moi, les soudards des armées africaines qui veulent faire la guerre, eux, ils défendent quel intérêt? Ont-ils les mêmes intérêts que la France? Ne savent-ils pas que quand la France va finir de mettre à genoux le Niger, le Mali, le Burkina, c'est le tour de leur pays? Les chefs d'État qui sont là en poste actuellement, veulent-ils rester éternellement au pouvoir et vont-ils faire rester Macron au pouvoir pour que le deal fonctionne? Donc je crois qu'un dirigeant doit penser au-delà de l'instant présent. Demain, il y aura un autre dirigeant en France et il y aura d'autres dirigeants dans ces pays-là. Comment eux ils vont agir? Il faut poser des actes. La France défend ses intérêts, je comprends. Les Américains, tout le monde défend ses intérêts. Ça dépend de comment on les défend. Nous, c'est seulement les Africains
qui ne défendent pas leurs intérêts. Ils agissent toujours en mercenaires, prêts à défendre les intérêts d'autrui contre un peu d'argent dans la poche. Vous avez dit tantôt que l'Union européenne soutient la France sur le plan diplomatique. C'est logique. Vous n'allez quand même pas imaginer qu'un pays européen va dénoncer la France et soutenir un pays nègre. C'est pas possible. C'est pas imaginable. Cela dit, l'Union européenne, encore une fois, est très divisée sur cette question. Elle est divisée, parce que mais vous avez aujourd'hui... l'idée principale qui sort, c'est qu'ils soutiennent la France. Ils sont clairs. Maintenant, pourquoi les Africains, eux, ne peuvent pas se réunir pour soutenir leurs frères? Même les moutons, quand un loup attaque un troupeau de moutons, les moutons savent que c'est le loup qui est le danger. Ce n'est pas le mouton le plus costaud qui est le danger. Non, et les moutons se mettent ensemble à mordre contre le loup. Pourquoi quand vous, les Noirs, je parle de certains Noirs trop civilisés en Afrique de l'Ouest, certains Noirs qui se prennent pour des Français, c'est d'eux que je parle. Pourquoi on attaque votre frère? Et vous n'attaquez pas celui qui attaque votre frère, mais vous allez attaquer votre frère. On va laisser Louis Magloire répondre à cette question. Mais quel est l'intérêt de la CEDEAO à attaquer le Niger? La position aujourd'hui, c'est que ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Et vous ne pouvez pas les chasser avec des roses. C'est impossible. Alors, quelle est la solution à trouver? Est-ce qu'il faut directement aller vers la guerre ou est-ce qu'on peut négocier avec eux et arriver à trouver quelque chose qui permette de sortir de la crise? C'est le dilemme devant lequel se trouvent aujourd'hui les pays de la CEDEAO. Mais pourquoi la CEDEAO irait faire la guerre alors que le peuple nigérien défend ses intérêts? De la CEDEAO qui veulent faire la guerre. Ils veulent qu'on fasse une autopsie de leur régime, de leurs élections, de comment ils règnent. Si vous résumez l'histoire à une question d'intérêt, les Nigériens, eux, s'ils estiment que leur intérêt c'est d'avoir le régime militaire, mais de quoi les autres se mêlent? Les Français avaient De Gaulle, ils n'en sont pas morts. Oui, il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État et il a recréé. Ils n'en sont pas morts. Même mieux. Ce que je veux dire, c'est que la France dans ce dossier est indéfendable. Je le redis. Parce que il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la RSE. La responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire que quand tu exploites des ressources dans un espace donné, tu es obligé de développer cet espace-là. Or, quand vous prenez aujourd'hui les pays qui ont été colonisés par la France, je suis remonté à Haïti. Haïti a dû dédommager la France après son indépendance. C'est-à-dire qu'ils ont dû payer l'équivalent de 260 millions d'euros actuels pour obtenir leur indépendance. Et à la suite de cela, il y a une banque qui a été créée et qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, le CIC, qui a été créé et qui contrôlait le trésor public haïtien, ce qui lui permettait de récolter les intérêts sur cet argent que Haïti a dû emprunter auprès des banques françaises pour rembourser l'État français. L'État français, encore une fois, et je remonte très loin pour revenir à l'Afrique, a dédommagé les propriétaires d'esclaves dans les Antilles quand elle a aboli l'esclavage, et pas les esclaves. Et dans les pays africains, le même mécanisme pourrait être dit. Parce que citez-moi une seule entreprise française aujourd'hui dont on peut dire que sur le plan de son exploitation du continent africain, il y a eu des gains qui ont été tirés par la population, que ce soit Areva, que ce soit Total, que ce soit... Citez-moi une seule entreprise qui peut être considérée comme un modèle vertueux en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Je n'en connais pas. Peut-être qu'il en existe, je n'en connais pas. Je fais tout ce long historique pour dire que si la France elle-même avait exécuté ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises, nos pays s'en porteraient mieux. Elle est partie, il y avait très peu de cadres formés. Nous avons essayé de faire du mieux que nous pouvions. Les pères de l'indépendance se sont battus avec les armes qui étaient les leurs, ont fait ce qu'ils pouvaient, mais n'ont pas réussi à renverser la tendance. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de continuer de mettre la France au centre du jeu, sachant qu'elle se bat pour ses intérêts, et de dire, quoi qu'il arrive, on mettra la responsabilité sur la France et les présidents qui travailleront avec la France seront considérés comme des préfets de la France. Dans le cas du Niger, je pense que ce n'est pas le cas. On peut reprocher beaucoup de choses au président Bazoum et notamment sa tribune dans laquelle il s'adresse aux Américains, mais je crois que le président Bazoum a essayé au début, ça ne fait que 2 ans qu'il était là, il a essayé dès le début de faire l'état des lieux. Dire que les terroristes sont beaucoup plus forts que l'armée nigérienne, c'est pas insulter l'armée. C'est faire un constat réaliste, dire, depuis que nous nous battons contre ces terroristes-là, nous ne les avons pas écrasés.
Et si on ne les écrase pas, c'est qu'ils sont probablement un peu plus forts que nous et qu'il faut procéder autrement. C'est le sens des recrutements qui ont été faits et c'est le sens également des statistiques sur la situation du terrorisme au Niger qui fait qu'aujourd'hui, parmi les pays du G5 Sahel qui sont concernés par le terrorisme, le Niger était l'un des pays les moins atteints. Le pays le moins atteint parce que ces statistiques la placent juste avant le Togo et le Bénin. Donc, je pense que quand on a des statistiques comme celle-là, on ne peut que constater qu'effectivement, il a certes dit que les terroristes sont plus forts, mais c'était le constat du moment. Et qu'après, il y a des choses qui ont été faites qui produisent ces statistiques, elles sont fiables. C'est une autre question. Monsieur Kemayo veut sauver le soldat Bazoum. Il n'est pas question de... À chaque fois, on me rappelle ici qu'il a recruté des gens. Il a recruté. Oui. Ce n'est pas qu'il y avait plus ou moins de troupes au Niger. Oui. C'est qu'on renforce les terroristes. Comment? Quand on les arrête, Bazoum les libère avec argent et armes pour aller tuer des soldats nigériens. Non, ça, je ne te dis, non, je ne donne pas un scoop. J'ai pas de preuve de cela. Oui, ce que je sais, ce que je... des statistiques. Oui, les statistiques sont là. Et ce que je veux dire, c'est que... Je peux fabriquer les miennes. C'est libre à vous, monsieur l'ambassadeur, libre à vous. Attends, mais ce que je veux dire, des chefs terroristes, je n'ai pas voulu prouver. Demandez, renseignez-vous. Non, mais ce que je veux dire Et Bazoum ne nie même pas. Il dit non, que c'est ses alliés. Est-ce que c'est une exception de Bazoum? Est-ce que c'est une exception du Niger? Est-ce qu'il n'y a pas des pays dans lesquels on libère des voleurs ou on libère des terroristes pour des besoins d'enquête? Attends. Oui. Non. On peut libérer les terroristes pour raison d'apaisement. Absolument. J'ai arrêté un chef terroriste, je sais qu'il est très influent chez lui, oui. Je négocie avec lui, oui. Mais à condition que quand il sort, c'est pas pour se réarmer davantage pour venir m'attaquer. Là, on n'est pas d'accord. Si les terroristes qu'on a libérés n'étaient pas revenus attaquer l'armée nigérienne, même les Tchiani, ils ne seraient pas fâchés contre Bazoum. Mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui garantir qu'on ne peut pas armer ces terroristes-là, qu'on les libère et qu'ils ne fassent pas d'actes? Pendant que vous les surveillez, vous n'intervenez pas. Oui. Enfin, je veux dire, prenez la situation au Niger, au Mali, au Burkina, et prenez même la situation en RDC. Je ne veux pas limiter le débat juste au Niger, mais quand vous avez des armées qui ne veulent pas se battre par moment, qui fuient en laissant les armes derrière elles, qui sont tués par des balles dans le dos. Cela permet aux assaillants de récupérer les armes qui étaient celles de l'État et de les utiliser contre les populations. Je n'en suis pas heureux, mais c'est un constat qu'il faut effectuer. Au Mali, oui. Au Burkina, oui. Au Niger, oui. Nous avons des armées qui veulent se battre. Ne compare pas avec la RDC. La RDC, ils veulent faire la musique, ils veulent danser, ils veulent louer Dieu. Laisse-les là-bas. Eux, ils ont un autre problème. Et si dans le Sahel, nous avons affaire à des armées courageuses, déterminées. Quand les Assimi Goïta s'étaient battus, avaient marché sur Kidal, avant d'être arrêtés par qui? Par la France. Ils se sont battus. Ils n'ont même pas besoin de Français pour se battre. Ils ont dit, nous voulons les équipements pour nous battre. Quand les Burkinabés commandent les armes, la France bloque les armes parce qu'elle sait que les soldats burkinabés sont courageux, vaillants et qu'ils vont tuer ses amis les terroristes. Quand même, il y a des faits. On ne va pas aujourd'hui revenir. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire que les assaillants terroristes, ces djihadistes-là, n'ont jamais récupéré d'armes auprès de soldats qui les ont abandonnés? Voilà, c'est de ça dont je parle. Oui, les soldats aussi récupèrent les armes des djihadistes quand ils arrivent à les battre. Absolument. C'est les lois de la guerre. Tu fuis, je prends tes armements. Exactement. La dernière fois en Russie, à Saint-Pétersbourg, les Russes ont exposé les armes prises aux Ukrainiens. Les armes parmi les renommées invincibles, invulnérables, que les Occidentaux, les Russes ont ramassé ça comme des cacahuètes pour aller exposer. Donc, c'est la guerre. Je te bats, je prends ton arme. Absolument. Tu prends mon arme, c'est normal. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que au Mali, par exemple, avant que IBK soit renversé, Ibrahim Boubacar Keïta, il avait lancé, à la suite des accords d'Alger, l'initiative d'aller dialoguer avec ceux qu'on considère comme des djihadistes. C'est la France qui s'est élevée contre cela. Oui, voilà. On dit la même chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une exception nigérienne. Il arrive par moment que dans la guerre, on soit obligé de faire des pas en arrière. Je ne suis pas stratège militaire, mais ce que je veux dire, c'est que on ne doit pas condamner un chef d'État parce qu'il a fait quelque chose qui, de son point de vue, était considéré comme noble, comme pouvant produire un résultat.
cela a produit des effets contraires et il s'apprêtait à libérer de nouveau les terroristes. Écoutez, avant de terminer cette première partie, je voudrais qu'on analyse aussi la position des États-Unis, qui sont de plus en plus nuancés vis-à-vis du Niger. Est-ce qu'en cela, les États-Unis ne sont pas en train de trahir la France? Parce qu'au départ, ils avaient les mêmes positions. C'est la fable qu'on est en train de nous vendre pour nous faire croire que les États-Unis ne s'entendent pas sur le Niger. C'est tous des exploiteurs, c'est tous des voleurs, des pilleurs, ils s'entendent parfaitement. Moi, quand on m'a dit que Victoria Nuland est venue à Niamey, j'ai dit, mais ces gens, ils sont en danger. Parce que cette femme, on la connaît. Sa spécialité, c'est de foutre la guerre partout. Elle l'a démontré en Ukraine. Quand on a renversé le régime en 2014, c'est Victoria Nuland qui composait le gouvernement ukrainien. Alors, quand on me dit qu'elle est venue à Niamey, et apparemment les nouveaux dirigeants nigériens étaient satisfaits, le lendemain, on leur a envoyé un ambassadeur, ils applaudissent. J'ai dit, mais ces gens-là, ils méritent qu'on leur ouvre les yeux. Parce que cette dame, on ne l'a pas envoyée par hasard. On connaît ses spécificités. Donc, les États-Unis, dans un premier temps, ils sont nuancés. Mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Les services de renseignement russes, précisons, vrai ou faux, ça, ce n'est pas mon affaire. Les Américains ont le temps de protester, de démentir. Les services de renseignement russes disent que les Américains préfèrent plutôt faire des assassinats ciblés sur les dirigeants nigériens. Vous croyez qu'ils sont nuancés avec la France? Ils sont plutôt plus radicaux. Dans ce cas-là, je préfère choisir l'option française. Les Américains, les Américains sont plus radicaux quand ils programment des assassinats ciblés. C'est leur méthode à travers le monde depuis des siècles et ils veulent l'appliquer en Afrique. Donc, ils ne sont pas nuancés. L'uranium nigérien, ça intéresse autant la France que les Américains. L'or, le pétrole, tout ça, tous, ils sont intéressés. Et puis, les métaux, les minéraux qu'on exploite aujourd'hui ne sont rien comparés à ceux qui dorment encore dans le sous-sol et que tout le monde lorgne. Les Américains veulent juste se donner un poids de balance pour qu'au moment de la partage de ces richesses, la France ne prenne pas seule. C'est tout. Chacun veut sa part. C'est les Noirs. Je répète encore, c'est à nous les Noirs de savoir où sont nos intérêts. C'est à nous les Noirs, pas seulement du Niger, mais tout autour du Niger, de savoir qu'est-ce que nous gagnons. Avoir un pays, un Niger qui est au niveau de Dubaï ou du Qatar, ou bien avoir un Niger qui est au niveau de Haïti, c'est sûr. Saigné jusqu'au sang par la France depuis la nuit des temps. Oui. Louis Magloire Kemayo, non, mais je par crois rapport à la position américaine qui a délaissé les Français d'une base non, mais Niger, encore une fois, oui, encore une fois, les pays n'ont que des intérêts. Et c'est pas la première fois que cela arrive. Rappelez-vous, il y a eu l'achat du sous-marin en Australie sur lequel la France a été doublée par les Américains. Et c'est pas la seule couleuvre que les Français ont dû avaler. Voilà, à côté de ça, vous avez également les écoutes téléphoniques qui avaient été pratiquées sur les dirigeants de plusieurs pays de l'Union européenne par les Américains. On avait considéré que c'était pas un geste qu'un partenaire doit effectuer, mais c'est passé. Ce que je veux dire, c'est que les Américains ont leur intérêt, et dans cet intérêt, il y a d'une part le fait qu'ils ne veulent pas perdre la face dans le Sahel, en voyant par exemple la Russie s'installer ou la Chine prendre son essor dans cette partie du continent. Il y a le fait que l'uranium ne doit pas tomber entre toutes les mains. Je parle en américain, même si je ne le suis pas. Pour eux, il est question de contrôler cette zone-là pour qu'il n'y ait pas de désordre, en quelque sorte. Mais pourquoi la Russie fait tant peur? Elle fait peur parce qu'on est dans une guerre aujourd'hui qui n'est plus la guerre froide, mais qui est une guerre économique encore plus dure que ne le fut la guerre froide. Les principaux rivaux des États-Unis sur le plan économique, ce sont d'abord la Russie et la Chine, mais certes, il n'y a pas que ces deux-là. Il y aura l'Inde par la suite, il y aura tous les pays des BRICS qui vont s'y ajouter, la Turquie. Et donc, pour les États-Unis, c'est un intérêt stratégique d'arriver à contrôler cette zone pour être certain que les minerais qui y sont ne tomberaient pas entre n'importe quelle main. De deux, il y a la question également de la sécurité, parce que vous avez remarqué probablement que le terrorisme et surtout le terrorisme islamiste frappe moins aujourd'hui en Asie qu'il ne frappe en Afrique. Et ce terrain africain... Le terrorisme en Afrique est organisé. Les terroristes ont été importés dans le Sahel. Qu'ils soient importés ou pas, oui, qu'ils soient importés ou pas, le fait est qu'aujourd'hui, là où il fait le plus de victimes humaines et de victimes sur l'économie, c'est en Afrique. Oui. Et donc, vu qu'on en est arrivé là, le risque pour ces pays-là, parce que n'oublions jamais que l'OTAN
est présidée par les États-Unis et que la sécurité militaire de l'Europe est assurée par les États-Unis, l'idée pour eux, c'est de faire que ce terrorisme-là, qui accourt aujourd'hui dans le Sahel, ne remonte pas vers la Méditerranée et n'atteigne pas les pays de l'Union européenne, que l'on n'ait pas par exemple des ressortissants nigériens, algériens ou tchadiens qui iraient faire des attentats en France. Donc pour eux, l'enjeu est multiple. Et la France, dans cette équation, jouait la force militaire européenne qui défend les intérêts de la France contre les terroristes et contre la menace que représentent aujourd'hui les Chinois et les Russes. Nous allons marquer une pause pour une édition de journal et des impératifs commerciaux. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum.